L'aube se lève sur Rio, mais la lumière ne parvient pas à adoucir l'horreur qui gît sur l'asphalte. Des dizaines de corps jonchent les rues de Penha, figés en plein vol, abandonnés là où ils sont tombés lors du raid policier le plus meurtrier qu'ait jamais connu la ville. Une scène digne d'un champ de bataille. Et pourtant, elle se déroule dans un quartier où les enfants se rendent habituellement à l'école. Le paradoxe est flagrant. Une opération qualifiée de triomphe par les autorités ressemble désormais aux conséquences d'une guerre silencieuse. Les habitants se faufilent avec précaution entre les corps, chuchotant à propos de coups de feu entendus bien après la fin supposée des combats. Certains parlent d'hommes retrouvés les mains liées, d'autres d'ombres traînant des cadavres hors des ruelles avant l'aube. Personne ne sait combien de personnes sont mortes avant que le bilan ne dépasse la centaine. Personne ne sait combien étaient réellement armés. La peur imprègne les ruelles, tandis que le silence remplace peu à peu les tirs. Au-dessus d'eux, des hélicoptères continuent de tourner en rond, leurs pales fendant l'épaisse odeur de barricades brûlées et de poudre. Des véhicules blindés sont à l'arrêt au carrefour. La violence de la nuit a cessé, mais l'air vibre encore d'une peur latente. Les autorités insistent sur le fait qu'il s'agissait d'une opération nécessaire contre un puissant réseau de trafiquants de drogue. Les habitants, quant à eux, affirment qu'il s'est passé autre chose, quelque chose qui ne peut s'expliquer ni par des chiffres ni par des conférences de presse. Et entre ces deux versions des événements de cette même matinée se pose une question cruciale, restée sans réponse. Comment une simple opération a-t-elle pu faire plus d'une centaine de morts en quelques heures? Pourtant, ce mystère ne commence pas dans le chaos. Il commence dans un monde bâti bien avant le premier coup de feu. Pour comprendre comment les rues de Penha se sont remplies de cadavres, il faut remonter à un monde façonné bien avant le raid. Le Commando Vermelho, né dans les prisons brésiliennes des années 1970, est issu d'une alliance entre détenus politiques et criminels de droit commun qui ont appris à s'organiser sous la pression. Au fil des décennies, cette organisation s'est rigidifiée en une hiérarchie qui s'est étendue aux favelas de Rio, s'implantant à Penha et Alemão, et finissant par contrôler près de 70% du trafic de drogue de la ville. Son influence n'était pas seulement criminelle, mais aussi territoriale, façonnant le quotidien grâce à des soldats armés, des réseaux de guets et une discipline interne stricte. En 2024, les enquêteurs de police ont constaté que le groupe étendait son influence au-delà des filières locales de trafic de drogue, adoptant des drones, des radios cryptées et des sources de revenus qui s'étendaient bien au-delà de Rio. Ces changements ont déclenché une enquête d'1 an, menée conjointement par la DRE et le ministère public. Les détectives ont cartographié les planques, remonté la piste des opérateurs financiers et constitué un dossier suffisamment solide pour justifier l'une des opérations les plus ambitieuses de l'histoire de Rio. Une centaine de mandats d'arrêt, 150 mandats de perquisition et la traque de figures comme Edgar Alves de Andrade, alias Doca, accusé de dizaines d'homicides. Les raids passés ont pesé sur la planification. L'assaut d'Alemão en 2007, la crise sécuritaire de 2010 et l'opération Jacarezinho en 2021. Autant d'occasions où l'État a tenté de frapper fort sans parvenir à conquérir de territoire. Chaque échec a accru la pression sur les opérations suivantes. Alors que la tension montait à Rio, les autorités se préparèrent à une opération qu'elles pensaient capable de leur faire prendre le contrôle de la situation. Avant l'aube du 28 octobre, 2500 agents armés se rassemblèrent discrètement, prêts à lancer un raid sans précédent dans l'histoire de la ville. Aux premières lueurs du jour, l'opération s'est déplacée sur les routes escarpées de Penha et d'Alemão, où des véhicules blindés ont forcé des barricades enflammées, improvisées avec des voitures volées. Les policiers s'attendaient à une résistance, mais pas à ce que le ciel devienne hostile. À mesure que les colonnes avançaient, de petits drones lâchés par des trafiquants ont commencé à larguer des explosifs artisanaux sur les positions de police, forçant les unités à se disperser et à se regrouper à couvert derrière les murs et les escaliers. Des tireurs d'élite, dissimulés sur les crêtes de la Serra da Misericórdia, tiraient depuis des angles qui rendaient chaque espace ouvert vulnérable.
Dans les ruelles, les équipes du BOP ont mis en œuvre la tactique qu'elles appellent le « muro do BOP », un barrage mobile de boucliers et de fusils servant à encercler les suspects et à leur couper toute issue. Les pentes boisées derrière les villages sont devenues un champ de bataille à part entière. Les agents progressaient à travers un épais fourré, enjambant des campements de fortune et des fusils abandonnés, tandis que des rafales de coups de feu résonnaient entre les arbres. Les trafiquants en tenue de camouflage se fondaient dans le sous-bois, transformant chaque mouvement en un risque. Les habitants se réfugiaient sous les escaliers et derrière les réservoirs d'eau, tandis que les combats se propageaient de maison en maison. Certains recouvraient leurs enfants de couvertures pour atténuer le bruit des explosions. D'autres filmaient depuis leurs fenêtres, immortalisant le passage des camions blindés devant leurs habitations. À la mi-journée, le bilan des victimes s'alourdissait considérablement. On dénombrait des dizaines de morts, dont des policiers pris entre deux feux. La police a récupéré des fusils, des explosifs, des radios et plus d'une tonne de drogue, ce qui constitue l'une des plus importantes saisies en une seule journée. Pourtant, l'ampleur des pertes semblait disproportionnée par rapport à toute victoire. Et lorsque la fumée s'est finalement dissipée, une autre histoire a commencé à faire surface, une histoire que les rapports officiels n'ont pas entièrement expliquée. Lorsque les tirs cessèrent, les combats ne semblaient pas terminés. Au lever du soleil, les habitants commencèrent à s'aventurer dans les zones boisées, en bordure de Penna, à la recherche des disparus. Ce qu'ils découvrirent changea radicalement le récit du raid. Des corps gisaient dans des clairières peu profondes et le long d'étroits sentiers, beaucoup portant des blessures qui ne correspondaient pas à des combats à longue distance. Certains avaient reçu des balles dans la tête ou la poitrine à bout portant. D'autres présentaient des marques aux poignets ou aux chevilles, comme s'ils avaient été ligotés. Une famille raconta avoir trouvé un proche portant des traces de coups de couteau. Ces découvertes se répandirent rapidement dans la favela et avec elles un seul mot, lourd de sens, exécution. Une foule s'est rassemblée sur la Praça São Lucas, où plus de 70 corps étaient alignés côte à côte. Des mères soulevaient les draps et criaient des noms. Des habitants filmèrent la scène, insistant sur le fait que le monde devait voir l'horreur de la situation. En quelques heures, les images ont fait le tour des médias internationaux. Amnesty International a qualifié l'opération de massacre, s'inquiétant des violences systémiques liées à Gagaste et l'incite à la guerre contre la drogue menée au Brésil, une guerre longtemps décriée. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme s'est dit choqué et a exigé des enquêtes transparentes. Sur ces décès, les autorités policières ont justifié le raid, affirmant que la plupart des victimes avaient des antécédents judiciaires et étaient des membres armés du Comando Vermelho. Les familles ont protesté, arguant qu'un casier judiciaire ne justifiait pas une exécution et exigeant des explications sur les raisons de ces morts après la fin des principaux affrontements. Le parquet fédéral a ordonné des autopsies approfondies. Le président Lula a demandé une enquête complète. Le juge Alexandre de Moraes de la Cour suprême a placé l'opération sous l'égide de l'ADPF das Favelas, signifiant ainsi que l'État devrait justifier chacune de ses actions. À mesure que les accusations s'intensifiaient, l'impact du raid commença à s'étendre bien au-delà des limites des collines. Les jours suivants mirent Rio au bord du gouffre. Les écoles de Penna et d'Alemão restèrent fermées, leurs portes verrouillées par des rubans de police. Plus de 100 000 habitants se retrouvèrent de facto isolés dans leur quartier, les Ochiada, points de contrôle se multipliant et les véhicules blindés bloquant les principales sorties. Les lignes de bus furent déviées, les commerces fermèrent leurs portes et les livraisons furent interrompues. Ce qui avait commencé comme un raid s'était transformé en une paralysie générale, touchant toute la ville, des collines jusqu'aux quartiers commerçants en contrebas. Le Comando Vermelho riposta rapidement. Des dizaines de bus furent maintes réquisitionnés et utilisés comme barrages routiers sur les grands axes, paralysant la circulation et démontrant que le groupe conservait son emprise. Des rumeurs circulèrent selon lesquelles des combattants quittaient Rio pour rejoindre le Paraguay, provoquant des alertes aux frontières. Même les États-Unis émit des avertissements aux voyageurs, soulignant l'incertitude de la situation.
Pour de nombreux habitants, cela ressemblait moins à la fin d'une opération qu'au début d'une période instable. Sur la scène politique, les tensions étaient palpables. Les manifestants exigeaient la démission du gouverneur Claudio Castro, l'accusant d'avoir orchestré un massacre sous couvert d'opérations de sécurité publique. Les autorités de l'État défendirent l'opération, affirmant qu'elle avait porté un coup dur à un empire criminel pesant plusieurs milliards de dollars. Les autorités fédérales ont convoqué des auditions afin de faire la lumière sur l'ampleur des pertes et les tactiques employées. En coulisses, les désaccords entre les dirigeants de l'État et du gouvernement fédéral ont dégénéré en conflit ouvert. Pourtant, sur le terrain, peu de choses semblaient avoir changé. Selon les rapports, le contrôle territorial était resté quasiment inchangé et la structure de commandement du gang demeurait intacte. La victoire décrite par les autorités paraissait de plus en plus fragile, voire symbolique. Et tandis que le Brésil cherchait des réponses, une vérité plus profonde sur la guerre sans fin de Rio a commencé à se dessiner. Dans les semaines qui suivirent, Rio tenta de retrouver un rythme qui n'était plus familier. De nouvelles opérations furent menées dans des quartiers comme Villa Kennedy, où les policiers découvrirent de la drogue dissimulée dans des écoles et arrêtèrent des suspects liés au Comando Vermelho. Chaque opération était présentée comme un pas de plus vers le rétablissement de l'ordre, mais les fusillades qui éclataient lors de ces interventions laissaient une impression de répétition inquiétante. Même après la vaste opération d'octobre, les affrontements se poursuivirent comme si la ville n'avait jamais cessé de vivre. Le paradoxe devenait de plus en plus difficile à ignorer. Des opérations comme Containment affaiblissaient les unités du gang, mais aucune ne pouvait démanteler le moteur économique qui les sous-tendait. Les sources de revenus du Comando Vermelho, alimentées par des crimes diversifiés et gérées par des structures de commandement carcéral, lui permettaient de se régénérer plus vite que l'État ne pouvait intervenir. Le territoire pouvait basculer en un jour. Un empire valant des milliards restait intact. C'était un cycle que la ville avait déjà connu, et ce, depuis des décennies. L'opinion publique reflétait cette fracture. Les sondages montraient un soutien au raid parmi les habitants des favelas qui vivaient dans la crainte constante des groupes armés. Parallèlement, les organisations de défense des droits humains alertaient sur le fait que l'augmentation du nombre de morts lors des opérations policières révélait une crise institutionnelle plus profonde. Deux réalités coexistaient. Des communautés en quête désespérée de sécurité et un système aux prises avec le coût de cette sécurité. Ainsi, la signification du 28 octobre s'est peu à peu ancrée dans la conscience collective de la ville. L'opération de confinement n'avait duré qu'une seule journée, mais elle avait révélé une guerre façonnée par la pauvreté, les lacunes de la gouvernance et l'influence criminelle, des forces bien plus anciennes que n'importe quel raid. L'opération de confinement s'est peut-être achevée au lever du soleil, mais les forces qui l'ont engendrée façonneront Rio pour des générations.